On sait qu'il y a une dynamique démographique incroyable, hein. On parle de ça quotidiennement dans la presse, mais aussi dans les articles scientifiques. Est-ce que ça va se développer de la même manière dans l'ensemble des pays? Est-ce que c'est un phénomène qui est global sur l'ensemble du continent ou est-ce qu'on aura des spécificités régionales et peut-être même des régions qui échapperont totalement à cette grande vague démographique? Vous avez raison, l'observation pertinente. Quand on voit au niveau global, l'Afrique reste le continent, l'Afrique en général reste le continent qui s'urbanise le plus rapidement, même si l'Afrique reste le continent le moins urbanisé. Mais en Afrique, ça ne se passe pas de la même manière dans tous les pays, dans toutes les sous-régions. Vous verrez par exemple qu'en en Afrique du Nord, c'est vraiment assez urbanisé. Donc le taux de personnes, enfin le pourcentage de personnes qui vivent en ville est beaucoup plus élevé en Afrique du Nord et aussi dans les îles autour de l'Afrique. Mais quand on part dans l'Afrique, en Afrique subsaharienne et surtout en Afrique centrale, le taux reste relativement bas, mais augmente de manière rapide. En Afrique subsaharienne, c'est aussi assez élevé pour certains pays, notamment l'Afrique du Sud et des petits autres pays. Mais ce que je veux mentionner, c'est la diversité au niveau de l'Afrique. Il n'y a pas une uniformité, ce n'est pas le même parcours, ce n'est pas le même taux, ce n'est pas la même dynamique. Mais la tendance, de manière générale, reste positive en Afrique. Ce qu'il faut aussi ajouter ici, c'est que ce n'est pas seulement la dynamique démographique, il y a la dynamique spatiale. C'est-à-dire que dans beaucoup de pays africains, contrairement à ce qui s'est passé ailleurs, la croissance urbaine s'accompagne de l'expansion ou bien vraiment exponentielle de l'espace occupé par les espaces dits urbains, que ce soit par la transformation de certains espaces en espaces urbains ou bien la densification ou l'étalement urbain. Donc c'est un phénomène qui est beaucoup plus répandu, surtout en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et un peu plus en Afrique australe. On sait qu'on parle souvent des villes européennes, des villes américaines, et on parle souvent des villes africaines. Est-ce que ces villes africaines existent comme une entité? Qu'est-ce qui ferait la définition des villes africaines? Ou alors, selon vous, c'est une vision de l'esprit et il n'y a pas de similitude comme on pourrait trouver dans l'urbanisation en Europe, par exemple? Qu'est-ce qui définirait ces villes africaines? Je vais vous surprendre. Je ne partage pas, n'est-ce pas, le point de vue qu'il y a une ville africaine. Il y a des villes en Afrique. Il n'y a pas, on ne peut pas regrouper sous que les villes africaines, voici un modèle, voici les critères. Si vous partez en Afrique, voici comment les villes. Si vous allez de Lagos à Lusaka, à Nouakchott, à Rabat, ce n'est pas la même histoire, ce n'est pas les mêmes choses qui apparaissent. Il n'y a rien, même dans les sous-régions, on va dire que voici une ville ouest-africaine. Chaque ville a son identité. Je crois que même en Europe, je dirais la même chose. Les gens partent dans telle ville parce qu'il y a l'âme de la ville. Il y a comment la ville est pensée. Il y a, même dans le même pays, la différenciation des villes est là. Les villes ne fonctionnent. Les gens peuvent dire que je préfère vivre ici parce que. Donc, dans l'ensemble, en termes de clichés, moi, je parlerais de villes en Afrique au lieu de villes africaines ou bien une entité ou une coloration des villes qui pourraient se dire africaines d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai du mal à trouver ce modèle de ville africaine. Alors, on parle justement souvent d'opportunités ou de menaces. Est-ce que pour vous, la démographie, en fait, cette rapide explosion démographique, est-ce qu'elle est une opportunité ou une menace pour les villes?
Bien géré, c'est une opportunité. Mal géré, ça reste une menace. Malheureusement, pour beaucoup de pays africains, ça reste une menace parce que on n'a pas vraiment pris cette opportunité, s'est rendu compte de l'opportunité d'utiliser l'urbanisation comme une force. La même chose s'applique quand on a une population assez jeune, quand on a une population assez éduquée. Si elle n'est pas mieux mise à l'œuvre, on a des problèmes. Dans beaucoup de pays, c'est que l'urbanisation n'est pas pensée, ça vient comme un fait accompli ou bien ça vient de manière beaucoup plus spontanée, ad hoc, ce n'est pas pensé. C'est-à-dire que si l'énergie pour cadrer, pour canaliser, n'est-ce pas, l'urbanisation était bien pensée en termes de politique publique, en termes d'investissement stratégique qui devrait transformer l'économie d'échelle que les villes, que la démographie apporte. Je crois que beaucoup de pays africains seraient à d'autres niveaux. Je crois qu'il y a des études qui ont montré, n'est-ce pas, une corrélation entre la croissance démographique, surtout l'urbanisation, et l'impact sur l'économie en général des pays. C'est-à-dire que quand on regarde l'économie des pays, on dit toujours le produit intérieur brut à 50%, 60% généré par les villes qui peut-être constituent 30% de la population. Et il y a les villes capitales qui génèrent 60-80% de l'économie de certains pays. Donc, en général, si on regarde seulement ces aspects, la démographie urbaine devrait être un atout pour beaucoup de pays africains et pas seulement, ça devait être, je veux dire, le nouvel or pour les pays africains si c'est bien utilisé. Je reviens à mes millions ou centaines de millions d'urbains qui vont arriver. Il y a quand même aujourd'hui, on est quand même dans un constat qui est en demi-teinte. On a une bidonvillisation quand même majoritaire dans la plupart des villes africaines. Et donc, ça veut dire qu'on a du mal à faire face à la situation actuelle. Bon, j'imagine remettre des centaines de millions de gens en plus. Est-ce que on va pas juste finalement voir la situation se dégrader lentement et sûrement? Qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait être optimiste? Oui, je crois que bidonville, ce n'est pas parfois le désastre. Parce que quand on donne le choix à ceux qui vivent dans les bidonvilles en ville, quelle autre alternative de là où ils viennent? Pour certains, c'est un pas en avant. Ce n'est pas parfait, mais il y a cet élément d'espoir. C'est pour ça que les gens y restent, parce qu'ils estiment que demain, ma vie va changer. Les choses vont aller de l'avant. Donc, il y a quand même en Afrique cet espoir-là qui me fait croire que d'une manière ou d'une autre, que ce n'est pas seulement les politiques publiques, il y a les populations qui prennent en main certaines de leurs destinées en termes d'aménagement de leur espace, ainsi de suite. Donc, j'ai espoir que malgré le fait que, pour le moment, la tendance, malheureusement, reste forte en termes de pourcentage de bidonvillisation en Afrique, ou surtout en Afrique subsaharienne, il ne faut pas généraliser, dans certaines villes d'Afrique subsaharienne, on va continuer à voir cela, mais je crois qu'à certains moments, il y aura une tendance qui va peut-être aller vers l'inverse ou bien commencer à réduire. Et qu'est-ce qu'il faut pour le faire? Je crois qu'il y a toujours cette idée de dire, même si le pays a une croissance de 5% soutenue, 10% soutenue, comment cette croissance peut, n'est-ce pas, être mieux utilisée pour toucher les populations les plus vulnérables? Comment cet investissement peut être utilisé pour penser le futur? Parce que dans beaucoup de villes, et surtout au niveau des communautés, ou bien des communes, ou bien des mairies, ou bien des villes, les gens répondent au quotidien, aux faits. On est réactif aux problèmes. On ne pense plus la ville. On ne pense pas à la ville, on pense pas à la ville de 10 ans, 20 ans. Il y a eu cet espoir au niveau national dans beaucoup de pays africains où ils ont eu à décliner, n'est-ce pas, leur vision, que ce soit vision 2020, 2030,
ça, c'est aussi une aspiration. Donc, ça me donne espoir que si le pays commence à penser son futur, pas être seulement réactif, peut-être de manière progressive, on arrivera à une situation où non seulement les pouvoirs publics vont accompagner l'espoir, porter l'espoir des populations, mais que les populations vont aussi mieux se prendre en charge si les cadres réglementaires, institutionnels, ainsi de suite, sont beaucoup plus propices pour ce genre d'investissement. Donc, je reste optimiste. Je ne crois pas que les bidonvilles, c'est nécessairement... Moi, je trouve ça temporaire. Et beaucoup de gens qui y vivent trouvent ça de manière temporaire et ont toujours espoir que les choses changeront. Mais alors, tous ces gens, ces urbains qui vont arriver les prochaines décennies dans les villes africaines, où vont-ils aller? Est-ce que c'est dans les assiettes foncières existantes? Est-ce qu'on va réussir à densifier? Parce que c'est quand même une des grandes injonctions internationales, hein, densifier les villes. Ou est-ce qu'on va être sur le même trend qu'aujourd'hui, c'est-à-dire une diffusion de la ville? Et ça veut dire que si on double la population, il va falloir doubler, voire plus, l'assiette foncière. Donc, comment est-ce qu'on va installer ces centaines de millions d'urbains dans les villes? D'abord, il faut dire que la dynamique urbaine, l'urbanisation va continuer. Donc, ce n'est pas une force qu'on va essayer d'arrêter. Il y a eu des tentatives dans le passé qui n'ont pas marché. Donc, que faire pour beaucoup de pays, parce que parfois, il faut s'inspirer des exemples d'ailleurs, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Au Rwanda ou au Maroc, ils parviennent, n'est-ce pas, à mieux canaliser ces forces-là, c'est-à-dire avoir une politique publique assez claire, assez transparente en termes d'utilisation de sol, par exemple. Vous allez voir dans beaucoup de pays africains, on dit par exemple le minimum pour un espace bâti est de 400 mètres carrés, de 1000 mètres carrés, ainsi de suite, ou bien on fait des zonages qui dit que l'espace résidentiel, on ne peut pas construire plus de peut-être 2 niveaux ou ainsi de suite. Ça sont des mécanismes, des politiques publiques, des lois, des dispositions, n'est-ce pas, qui encouragent. Donc, où est-ce que les gens vont aller? Les gens, quand ces politiques publiques, ces lois, ces plans ne sont pas en faveur d'une intégration qui peut-être pourrait accompagner, n'est-ce pas, une densification, alors les gens vont aller dans l'espace que vous connaissez maintenant en Afrique, ou bien que ce soit les bidonvilles, que ce soit des espaces peut-être pas aménagés, des espaces peut-être à risque, que ce soit d'inondation, que ce soit de d'éboulement de terrain, ainsi de suite. C'est là où les gens vont aller. Et ça a été la tendance dans beaucoup de villes anciennes, nouvelles en Afrique, où les gens s'installent là où ils peuvent. La deuxième chose, c'est l'aspect de coût. Le coût de l'urbanisation en termes de mettre en œuvre, quand on sait que l'accès, par exemple, au foncier est un grand défi pour beaucoup si c'est des migrants, de trouver un espace où ils peuvent bâtir. Ça, c'est un espace, c'est un problème important. Et à part la question foncière, il y a l'accès au logement. Quand le logement n'est pas accessible financièrement ou bien en termes physiques, quand c'est trop éloigné, alors les gens vont s'installer là où ils peuvent trouver peut-être les moyens d'emploi, les moyens de suivi. C'est pour ça que là où ils vont aller proche de l'emploi. Là où il y a les pôles d'emploi, on trouve, n'est-ce pas, une meilleure densification. Et en Afrique, vous allez voir que quand on parle de densification, c'est dans les bidonvilles qu'on a les taux de densification plus élevés que dans les espaces dits aménagés. Parfois, c'est comme un contraste. Ça devrait être plutôt des espaces mieux aménagés qui soient densifiés que les espaces non aménagés, moins lotis, qui soient plus denses. Donc, il y a parfois ce contraste. Donc là, les gens partent quand leurs moyens ne le permettent pas, quand l'accès au foncier ne le permet pas, quand les lois ne sont pas en leur faveur ou n'encouragent pas, alors là, on crée un peu d'exclusion et c'est une situation assez répandue dans beaucoup de villes africaines et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de pays qui voient comment résoudre de manière assez soutenue ce genre de problème.
Ce que je vois émerger globalement et en Afrique très, très attractif, c'est ce programme d'espace public. Les espaces publics deviennent un espace, un élément, un instrument, non seulement de participation, de créer une ambiance de ville, c'est de réclamer certains espaces, d'aménager en termes de l'environnement certains espaces. Pour moi, j'ai vu ça dans plusieurs villes africaines, quand l'espace public, quand les politiques publiques ou bien les politiques des villes ou les mairies mettent un peu d'accent, un peu d'investissement sur l'espace public, ça transforme de manière significative l'idée qu'on a de la ville, l'engagement de la société civile, l'engagement du secteur privé. J'ai vu des espaces publics à Conakry qui a été créé par quelqu'un du secteur privé, en passant un Français, enfin, vous connaissez Bolloré, qui crée ces espaces publics-là dans certains de ses programmes. Et quand on voit l'engagement, que ce soit des jeunes, des femmes et autres, dans ces espaces-là, ça donne espoir. Je crois que s'il y a une chose que les pays, que les villes devraient faire, et parfois ce n'est pas assez coûteux comme les gens y pensent, des petites interventions sur les espaces publics vraiment changeraient la physionomie, changeraient l'idée que les gens ont des villes, amélioreraient la sécurité, amélioreraient peut-être l'engagement des jeunes dans les espaces publics. Donc pour moi, un programme comme celui-là donne vraiment espoir dans beaucoup de villes africaines. Bon, on a toujours l'impression qu'on est meilleur que ceux qui sont venus avant nous et qu'on va trouver des solutions qu'eux n'avaient pas parce qu'on a réfléchi plus qu'eux. Donc, c'est une constante dans l'histoire urbaine, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on va faire mieux qu'avant. Qu'est-ce qui nous permettrait aujourd'hui d'être optimistes? Est-ce que vous percevez des choses dans le contexte politique ou je ne sais pas, dans votre travail au quotidien, qui dit « Ah, là, effectivement, il y a un changement et donc on va aller vers des choses qu'on pourra mettre en œuvre et qu'avant on n'a pas forcément réussi ». Qu'est-ce qui nous permet d'être optimistes? Est-ce que vous voyez des signes? Oui, moi je crois qu'au niveau global, nous sommes beaucoup plus confiants ces jours-ci qu'il y a peut-être même 10 ans. Voyez-vous, les objectifs, les ODD, les objectifs de développement durable, pour la première fois, a reconnu l'importance en termes de développement humain d'avoir une cible spécifique sur les questions de ville. Et c'est les États membres qui reconnaissent. Les OMD n'avaient pas reconnu de manière explicite les questions urbaines. Et là, maintenant, avec ça, je crois que c'est déjà un des signes. Le deuxième signe, quand nous regardons nos rapports il y a 10 ans, 20 ans à ONU Habitat, très peu de pays avaient des départements ministériels dédiés aux questions urbaines. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Ça, c'est le deuxième indicateur. Le troisième indicateur, c'est qu'il y a des exemples qui émergent en Afrique en termes de comment gérer ces questions urbaines. Donc, ce n'est non plus tabou, c'est faisable, c'est gérable, c'est possible. L'exemple, que ce soit en Afrique du Nord, a inspiré beaucoup. Le Mali a fait beaucoup d'efforts. Il y a eu des exemples, on cite le Rwanda, on cite l'île Maurice, on cite le Cap-Vert, ainsi de suite. Il y a des exemples, il y a de l'espoir. Donc, ces trois éléments des ODD, les ministères, c'est-à-dire les cadres réglementaires qui se mettent en place, des exemples qui inspirent, me font croire que oui, en fait, avec du temps, ça peut prendre un peu de temps, mais les choses iront, peut-être dans le sens qu'on souhaite. Et aussi, peut-être je peux ajouter le quatrième, c'est qu'il y a une société civile urbaine qui est très, très active en Afrique, qui met la pression sur les politiques, les acteurs urbains, de faire quelque chose, surtout en termes de participer, leur engagement, de prendre en compte leurs questions urbaines dans les engagements, dans les interventions. Donc, avec ces quatre éléments, je crois qu'il y a lieu de croire que si c'est soutenu, les choses pourraient s'améliorer graduellement. Alors,
On revient sur les bidonvilles. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Est-ce qu'il faut les intégrer? Est-ce qu'il faut les restructurer totalement pour en faire de la ville formelle et bien balisée? Ou est-ce qu'on peut, comme je suis de ceux qui pensent, travailler sur ces espaces qui ont des grandes valeurs aussi? Et bien sûr, si on regarde que en termes d'adduction en eau ou d'assainissement, il y a des manques. Et effectivement, si on prend les définitions classiques des bidonvilles, on va se retrouver dans des zones où il manque des choses. Et maintenant, on peut aussi repartir et reconstruire à partir des sociétés qui y vivent, à partir de la richesse des échanges notamment. Quel est votre point de vue? Qu'est-ce qu'on en fait? On intègre, on laisse comme ça, on va au coup par coup, ou alors il faut massivement essayer d'éradiquer les bidonvilles? Voilà, je crois que c'est menu de propositions, ça, je crois que ça a été essayé ailleurs avec des résultats parfois mitigés, parfois positifs. Dans l'ensemble, ce n'est pas une seule mesure dans tous les cas qui devrait marcher. Nous, à Union Habitat, nous on a un programme qu'on appelle Programme participatif d'amélioration des bidonvilles, où notre État, c'est vraiment essayer d'intégrer ces espaces-là. Comme vous l'avez dit, ces espaces sont souvent convoités en termes d'amélioration, d'aménagement, parce que on voit la valeur foncière dessus. Parce que quand vous voyez les bidonvilles qui sont dans les espaces dits périurbains, parfois la politique publique ne s'intéresse pas à ça. On s'intéresse beaucoup plus aux espaces les plus valorisants. Donc, notre approche dit il faut d'abord penser à intégrer ces espaces-là dans l'existant. Parce que les gens sont là pour de certaines raisons d'emploi, d'accès, ainsi de suite, ou bien même certains sont là depuis certaines générations, comme ici au Kenya, certains sont là depuis 200 ans dans le même espace. Donc, il y a cet élément d'intégration. Mais il y a des situations, comme on l'a mentionné avant, qui sont un peu difficiles d'intégrer, que ce soit dans des espaces dits inondables, à risque en général, où il faut faire quelques sacrifices parfois pour, n'est-ce pas, aménager l'espace. Et ça devient question pas seulement de santé publique, question de risques qu'il faut gérer. Donc parfois, il y a des bidonvilles qui devraient être complètement peut-être déplacés ou bien restructurer, réaménager cet espace pour autre chose que le logement, par exemple. Et il y a d'autres... à Union Habitat, nous avons 5 critères pour identifier les bidonvilles, que ce soit en termes de sécurité foncière, parce que quand la sécurité foncière est là, il est question maintenant d'aménager, d'apporter d'autres éléments d'aménagement, comme que ce soit en termes de qualité de logement, accès à l'eau, accès peut-être à la sanitation, ce genre de choses, pour, n'est-ce pas, améliorer cet espace. Quand l'espace n'est pas sécurisé, c'est là que la deuxième mesure en termes de peut-être de trouver un espace beaucoup plus sécurisé en termes fonciers, en termes de tenue, est requise. Mais quand les gens ont déjà une tenue, c'est un peu plus... C'est question d'intégrer, c'est question d'améliorer l'accès à certains services qui ne sont pas là, que ce soit peut-être en termes d'accès au transport, route, ou bien pour accès à l'eau, accès à l'électricité, ou aux services d'hygiène, ainsi de suite. Donc ça dépend. Nous, c'est dire qu'il faut vraiment comprendre le contexte, le faire au cas par cas, et surtout avec la participation de ceux qui y vivent. Parce qu'eux, c'est leur destinée, ils savent ce qu'ils peuvent faire et contribuer. Ce n'est pas être seulement bénéficiaire, c'est contribuer. C'est pour ça que notre programme parle vraiment de la participation des acteurs qui sont intéressés, impliqués, ainsi de suite. Donc, c'est possible, mais pas une mesure pour toutes les bidonvilles, mais des mesures, faire des interventions sur mesure.